Salut les poolers et bienvenue à l'épisode du marché des vendeurs et des acheteurs de la semaine, épisode 12 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, le chasseur d'aubaines, l'acheteur des deals, le couponneur des poules, Guillaume Black Freaky Friday Corbeau. I can't believe that it's Freaky Friday. It's Freaky Friday. Corbeau, comment ça va? Ça va bien. T'as oublié le Cyber Monday, le fameux BFCM, pour faire référence à mon ancienne vie de marketeur. Écoute, bel épisode de Black Friday cette semaine, vendredi, c'est le temps d'acheter. C'est un bon épisode pour ça. On a des bons joueurs à acheter puis des bons joueurs à vendre cette semaine. Notre deuxième épisode officiel de vendeurs-acheteurs. Buy low, sell high. Très hâte de vous présenter ça. Il y a des belles aubaines sur le marché en ce moment. Ouais, puis si vous voulez mettre des joueurs sur Marketplace aussi, ça va être le bon moment. Comme tu l'as dit aujourd'hui à l'épisode, on va vous conseiller 4 joueurs à aller acheter et 4 joueurs à vendre pour des échanges. En gros, comment devenir le Kent Hughes de votre pool. Mais si vous avez des échanges aussi sur lesquels vous hésitez, vous avez peur de vous faire fourvoyer, eh bien, allez voir nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Allez vous abonner, liker notre contenu, puis nous écrire en commentaire ou en DM justement les échanges que vos DG vous proposent. On veut juste aider on va juste essayer de vous aider pour gagner votre pool cette année. Premier joueur qu'on va analyser. Félicitations, j'aimerais juste te féliciter pour l'utilisation du mot fourvoyer. C'est une façon polie de dire se faire fourrer. Félicitations. J'avais pas osé, je savais pas si on voulait aller dans ce genre de langage, toi et moi, mais d'accord, voilà, c'est dit. Premier joueur à aller acheter que tu nous conseilles, et c'est pourquoi je porte le fameux chandail des sénateurs d'Ottawa aujourd'hui. J'aime pas ça le porter, mais c'est à juste propos pour le premier joueur, qui est Linus Ullmark, le gardien des sénateurs d'Ottawa, qui, tu me disais, a 10 départs d'affilée maintenant avec les sénateurs? En fait, il y a eu 10 départs d'affilée entre le 16 octobre et le 8 novembre, donc presque un mois complet. Il a gardé les buts 10 matchs consécutifs. C'est quand même une très, très longue séquence. Et c'est pour ça que pour moi, Ullmark est un joueur à acheter maintenant. C'est un volume. Gardien de but de volume, pardon. Oui. Un volume. J'ai complètement raté ma phrase, mais comprenez le principe. Il garde vraiment souvent les buts. Déjà depuis le début, il y a déjà 17 matchs de jouer Ullmark présentement. Il s'enligne vers une saison d'une 60aine de matchs dans les filets. Ça serait son record en carrière, évidemment, s'il évite les blessures. Pour le moment, son plus haut total, c'est 49 lorsqu'il joue avec Boston. Donc, ça fait quand même quelques années qu'il ne l'a pas fait. Et il a une excellente saison d'un point de vue départ de qualité. Il y a 10 départs de qualité en 17 départs pour une moyenne de presque 60%, de 58,8, ce qui est très bon dans une équipe qui, bonhomme Alain n'est pas une si mauvaise équipe que ça non plus, pas une puissance de la Ligue nationale encore, mais joue pas mal. Il a 8 victoires, 5 défaites, 4 défaites en prolongation, donc c'est pas mal. C'est juste que ces chiffres un peu plus approfondis, là, une moyenne de pourcentage d'arrêt de 878, c'est quand même un peu bas. Nombre de buts alloués, 2,95, c'est pas franchement impressionnant. Cowboy, you don't impress me. Ce qui me fait dire que Ullmark devrait avoir une valeur un petit peu plus basse que ce qu'il peut vraiment amener dans votre pool. Et le fait qu'il joue vraiment beaucoup, ça amène, peu importe le type de pool que vous avez, ça amène énormément de points. Donc, j'aime bien Ullmark pour cette raison-là. Brady Tkachuk va éventuellement finir par revenir. Après moi, les Sens vont finir par gagner encore plus de matchs. Donc, Ullmark, un beau joueur à acheter. Je comprends que c'est pas le joueur le moins cher là, sur le marché, mais c'est un bon gardien de but. Je veux pas avec les Sens, dans une équipe qui va se battre pour une place en série jusqu'à la fin de la saison. Et on parlait de Meriläinen en début d'année, là, quand on faisait notre épisode des sénateurs au mois d'août-septembre. Il n'est pas mauvais, Meriläinen. Il peut être juste très bon comme très mauvais, ce qui, je pense, fait peur un petit peu aux Sens. Donc, il y a 2 départs de qualité sur 4, mais il y a quand même un match avec un pourcentage d'arrêt dans les 700. C'est très faible. C'est pas 877, là, c'est vraiment bas. Donc, je pense que ça fait peur à un entraîneur de mettre un gardien de but qui peut se faire passer 2-3 savons dans le même match, mais que le match suivant, il peut faire un blanchissage. Donc voilà, Ullmark, un bon choix. Chabot aussi va revenir, ça devrait stabiliser la défensive. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui disent que Ullmark est un bon joueur à aller acheter présentement. I am
Ouais, effectivement, ça vient juste au niveau du volume parce que Meriläinen, cette année, contrairement à l'année dernière, il avait surpris un peu tout le monde, je pense, par ses performances de l'année dernière. Mais effectivement, Omar, juste par le volume, ça va grandement l'aider. Euh, Deuxième joueur à aller acheter que tu nous conseilles, Jackson Lacombe à Anaheim. Écoute, on en a parlé à quelques reprises au podcast. On se demandait si ça allait enfin débloquer. Il commence là, à se réchauffer tranquillement, mais sûrement. Et honnêtement, moi aussi, ce serait un joueur que j'aurais définitivement visé si je ne l'avais pas déjà dans mon pool pour ce cher Jackson Lacombe avec les Mighty Ducks d'Anaheim. The Ducks? We're the Ducks? Je pense que c'est surtout une question d'attente pour Lacombe. L'année dernière, il a fait un rythme de 47 points. Il a très, très bien fini l'année pour se dire, ah, il va repartir puis il va faire encore plus. Puis là, on est un peu déçus en début de saison. Ça allait coup-ci, coup-ça. Puis là, finalement, il réussit à avoir un match de 2 points. Mais il joue pas moins depuis le début de la saison. Il joue des 27, des 26 minutes, des 25 minutes régulièrement. C'est vraiment le défenseur numéro 1, bien identifié très, très clairement par les Ducks. Encore une fois, on en parlait avec Moritz Seider lors du dernier épisode. C'est un peu le même principe avec Lacombe, c'est-à-dire qu'il joue en désavantage numérique, ce qui peut un peu lui nuire au niveau de son total de points. Par contre, il joue tellement de minutes, il joue en avantage numérique aussi. Un rythme de 37 points, c'est peut-être un peu bas. Fait que, si on dit qu'il va faire le même nombre de points que l'année dernière, donc un 47 en termes de pacing, il est un petit peu encore en ralentissement. C'est un joueur à acheter maintenant. Parce que du moment qu'il va commencer à faire des points, ça va être un long fleuve tranquille de la part de Lacombe. Je pense pas que c'est un défenseur archi offensif puis que c'est un no-brainer de l'avoir dans le top 5 des meilleurs défenseurs offensifs, mais il fait le travail. Il va faire le travail, il va aller vous chercher ces points-là. Puis un peu comme il le fait en ce moment, c'est un peu, je veux dire, un peu subtil. Il y a un point en 2 matchs, un petit match de 2 points. On va recommencer avec un point en 2 matchs. Puis tranquillement, pas vite, il va, excusez l'expression de hockey, là, mais il va closer le gap. Close the gap. Par rapport à sa production attendue. Et il va tourner aux alentours de ce 45-50 points-là d'ici la fin de la saison. Donc, c'est le temps de l'acheter pendant que ses performances sont un petit peu en deçà des attentes. Du moment qu'il va tomber avec un point ou 2 matchs, ça va être terminé, là, sa valeur. Tout le monde va réaliser qu'il n'est pas loin de faire ce qu'il faisait et sa valeur va augmenter. Donc, c'est maintenant ou jamais. Oui, parce qu'il y est presque. Il a 4 points à ses 6 derniers matchs. Il a déjà commencé à recommencer à produire. La seule chose qui pourrait même essayer de l'aider à atteindre ce plateau de 45-50, je trouve que c'est beaucoup 45-50 quand même. Je pense que s'il atteint un 40 points, ce serait déjà excellent et quand même réaliste. C'est le fait que s'il peut mettre un peu de points en power play, ça va vraiment l'aider parce que c'est lui là, qui a le power play. Dernier match, il a joué un petit peu moins, mais le restant du temps, c'est lui qui est là sur la première vague et il se doit d'en marquer un petit peu plus s'il veut atteindre ce plateau du 50 points-là. Mais franchement, allez-y tout de suite. Allez courir, allez décrocher le téléphone, ça va valoir la peine. En fait, c'est qu'il va être trop tard dans 2 semaines. Il C'est va être maintenant ou jamais. C'est cette semaine. Décrochez le téléphone, faites vos offres cette semaine pour rapidement booker cet échange. We have discussed a trade. Prochain joueur qu'on regarde, c'est un joueur qui a été blessé un peu l'année dernière, qui, moi, m'avait un peu déçu, mais qui finalement est bien revenu de sa blessure de cette saison. L'intuable Patrick Kane avec les Red Wings de Détroit, qui vraiment va quand même bien à son retour. Oui, il va bien et il pourra aller encore mieux. En fait, c'est ma raison de pourquoi j'irai avec le fait de l'acheter, c'est que c'est un peu l'aspect psychologique de dire est-ce que Patrick Kane est encore vraiment un joueur qui peut faire du point par match? Je pense que dans l'opinion générale, c'est non. Par contre, ces statistiques présentement démontrent qu'il pourrait faire mieux que son 11 points en 13 rencontres. Premièrement, son pourcentage de tir est à 8,3 %. Donc, il lui manque peut-être un but à sa fiche en ce moment. Il tire 2,8 fois par match. Quand il tirait à ce rythme-là là, de 2,8 fois par match, il faisait des saisons d'en haut de 70 points en la majorité du temps. Donc, il est capable de faire ses points en tirant avec ce volume-là. L'année dernière, il a fait une saison un rythme de 67. Il tirait 2,4 fois par match. C'est juste pour dire qu'il y a encore un petit peu de jeu positif pour Patrick Kane. Bon, il joue en avantage numérique. Là, je veux dire, je pense que ça va de soi que Kane doit jouer en avantage numérique. Il n'y a pas, en termes de temps de glace, il joue du 17 minutes, ce qui est quand même très bien. Il joue avec DeBrincat, qui a commencé très lentement la saison, mais et de retour là, avec son nombre de buts. Le joueur de centre, c'était Marco Casper en début de saison. Ça allait moyen. On en a même parlé là, que c'était parti. C'était un de nos dumps il y a quelques semaines. On l'a mis avec J.T. Comfort, un vétéran qui est
bon, peut-être pas un deuxième centre à proprement dit, mais qui est définitivement meilleur que Casper. Qui est efficace. Et la production était revenue. Donc, j'aimais cet aspect-là pour Kane. Et finalement, son pourcentage de tir à 5 contre 5 de ses coéquipiers. Donc, quand lui, il est sur la patinoire, quel est le pourcentage de tir de son trio? C'est 4,3%. Ce qui me fait dire que DeBrincat a un volume de tir très impressionnant. Casper n'a rien fait. Il pourrait avoir 1 ou 2 points de plus aussi lorsqu'il est sur lorsqu'il est sur la patinoire de ses coéquipiers. Fait que, si tu dis qu'il y a un but de plus puis 2 passes de plus, ça y fait 14 en 13. Ben, c'est quasiment un point par match. C'est plus qu'un point par match, en fait. Donc, je crois qu'il y a un petit peu de place pour Kane et je pense Ouais. que sa réputation n'est plus à être il a la réputation d'être un joueur vieillissant, un peu fini. Ben, il ne l'est pas. Donc, le seul joueur qui finit chez les Red Wings, c'est Emmett Finney. Il fallait juste que je le plug. Mais tout ça pour dire Non. que Kane, il faut aller à l'inverse, en fait, de la croyance populaire, puis d'aller l'acquérir, c'est un bon choix. Si vous l'avez, mais changez-le pas. C'est pas un joueur à mettre sur le marché, mais j'ai l'impression que c'est souvent ce genre de joueur-là qui, c'est facile de l'acquérir parce qu'il est vieux et que la réputation d'être un joueur au bout du rouleau. C'est un beau meuble vintage que Yzerman a bien retapé lors de son arrivée à Détroit. Il l'a mis sur Marketplace, puis il est beau, puis il va pas nécessairement coûter trop cher parce que il est pas encore rendu à son point par match. Vous pouvez aller le chercher quand même pour un bon prix, je crois, encore en ce moment. Non, Il puis je vais ajouter que l'année dernière, quand on regarde ses quarts de saison, dans les 3 quarts suivants, là, donc le deuxième, le troisième et le quatrième quart de la saison, il roulait à presque un point par match. Là. Il était tout près. Fait qu'il a juste connu vraiment un premier quart de saison catastrophique. Il avait eu 10 points en 20 matchs. Mhm. Mais pour le reste, ça avait très bien été. Et il continue sur cette lancée-là. Donc, ça me porte à croire qu'il a juste eu un mauvais début de saison l'année passée, puis c'est ce qui a plombé sa production. Il est peut-être, je ne veux pas dire de retour comme étant le Patrick Kane de la belle époque, mais ça demeure un joueur offensif. Là. Un gars qui peut te faire 70, 75 points. J'y crois. Aller acheter Patrick Kane, ce n'est pas un feu de paille. un bon joueur de sa génération. Et l'autre joueur que tu nous conseilles d'aller chercher, ben, c'est son frère d'une autre mère, Brother from another mother. Evander Kane. Avec les Autrement, et autre Canucks. père, là, on Et va se le autre dire. père peut-être aussi. Ils n'ont pas Evander du tout la même shape, le même. Bref. Ils l'ont en commun que le nom de famille. Effectivement, cousin très lointain. Evander Kane des Canucks de Vancouver, qui joue sur une première ligne en ce moment. Tu parlais de peut-être le daily reminder de Daily Face-Off déjà aujourd'hui pour cet épisode. Evander Kane qui en ce moment joue avec Elias Pettersson, qui lui, on en a parlé, on s'est obstiné un peu, qui parce qu'il joue très bien en ce moment, ben Kane en profite. Ça vaudrait la peine d'aller cogner à sa porte, surtout si vous êtes un DG qui joue dans une ligue à catégorie. Kane était depuis des années une perle dans ce genre de pool. Oui, puis il y a un bon volume de lancer, Evander Kane. Il lance 2,8 fois par match. Il a déjà fait du 3. Tu sais, c'est excellent pour un joueur qui joue, là, il joue 18 minutes, mais qui n'a pas toujours été étiqueté comme un joueur de premier trio. Son pourcentage de lancer présentement est à 4,6%. Il devrait avoir le double des buts qu'il a. Il y en a juste 3. Il devrait en avoir 6. Ça l'amènerait à 14 points en 23 matchs, ce qui serait déjà mieux que ce qu'il a en ce moment. Et d'un point de vue passe secondaire, il est à 25% présentement. Donc, il devrait avoir un petit peu, tu sais, aller grappiller une passe ici et là, ça devrait pouvoir l'aider. Tu parlais du fait qu'il joue avec Peterson et Jake DeBrusk. C'est le trio qui a été utilisé. DeBrusk aussi a une belle séquence. Donc, peut-être qu'on tient un trio intéressant là à Vancouver. Il commençait le plus ses mises en jeu en zone défensive en début de saison et tranquillement, pas vite, il commence de plus en plus souvent ses mises en jeu en zone offensive. Il n'y a pas longtemps, il était aux alentours de 40% des mises en jeu en zone offensive sur la saison et là, il est rendu à 46. Donc, clairement, il y a un déploiement qui est positif à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, d'autant plus qu'il n'a que, bon, c'est peut-être négatif dit comme ça, mais 2 points à ses 6 derniers matchs. Fait qu'il est comme Ouais. dû pour débloquer. Il est à la ligne de départ, puis il attend juste le coup de canon là, pour s'élancer. Donc, j'y crois beaucoup à Evander Kane. C'est sûr que c'est pas toujours le joueur le plus sexy à l'acquérir dans un pool. Not sexy. J'en suis conscient, mais il va faire le travail pour les prochains matchs, pour les prochaines semaines. Un joueur à l'acquérir et je pense que d'un point de vue de production, on peut s'attendre à sa cinquantaine de points qu'il a fait, ish, dans les dernières saisons. Faut quand même dire, tu disais qu'il avait tiré quand même, qu'il tire beaucoup cette saison. Quand même 2 matchs, un à 10 tirs, à 10 tirs et l'autre à 8 tirs.
pendant ces matchs-là. Quand même des petites données un peu aberrantes là, qu'il faut quand même Mais considérer. ça Il y a- ça empêche pas le fait qu'il aurait pu en mettre 2 dans ce. Tu sais, 8 tirs et aucun but. Il aurait pu avoir 2 buts, puis ça aurait été correct aussi. Tu sais, il n'y a pas Effectivement, eu encore ce match-là où est-ce qu'il y a 3 points, il l'a pas eu. Fait que il a ralenti un peu dernièrement, tire un peu moins. Fait que c'est peut-être le bon moment justement pour aller le chercher en espérant qu'il va continuer dans cette belle ère d'aller du début de saison qu'il a connu. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est un bon bargain à aller chercher de exact. quelque chose que peut-être d'autres DG se disent que il peut toujours partir, je sais pas, en suspension ou en blessure. Donc, Rien ça n'est vaut- possible. Alors, mais je dis pas qu'il sera pas suspendu, par exemple. pour le marché maintenant des vendeurs. I'm a top seller. Si vous hésitez, certains joueurs que vous dites ils performent pas bien ou ils performent trop bien, est-ce que je devrais l'échanger? Un de ces joueurs-là qui performait excessivement bien en début de saison, puis il est peut-être trop tard, mais il est peut-être pas trop tard non plus. Marcus Johansson du côté du Wild du Minnesota. L'avenue plutôt de Matt Zuccarello qui lui est tout feu, tout flamme. On vous l'avait dit, je crois, il y a une semaine ou deux là, dans nos derniers épisodes qu'il allait prendre cette place qui lui revenait de toute façon avec Kirill Kaprizov. Donc, ce n'est plus Marcus Johansson qui est là, mais ça vaut quand même encore la peine. Je pense qu'il y a peut-être un DG qui va se dire « Ah, mais il joue quand même avec Matt Boldy qui joue bien. » Il y a peut-être quelqu'un qui va Puis, mordre à l'hameçon. Johansson joue encore bien. Je pense que c'est la raison pourquoi je l'inscris dans la portion des vendeurs, c'est que Johansson, malgré les changements de trio, malgré le retour de Zuccarello, continue à produire. Il y a eu 4 points à ses 5 derniers matchs. Si on remonte un petit peu plus loin, il est au point par match depuis le 25 octobre. Il roule à un point par match depuis le 25 octobre. Donc, c'est évidemment en moyenne, là, ça commence à faire un mois de bonne performance. Donc, je crois qu'il y a, tu sais, il y a un speech à avoir, il y a un pitch de vente à avoir ici de est-ce qu'il va faire encore autant de points? Peut-être pas, mais c'est un gars encore qui est très, très performant. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on va aller chercher. Tu en as parlé, il joue avec Boldy et Eriksson Ek. Ben là, Marco Rossi est blessé, d'autant plus pour Johansson, il va avoir plus de temps de glace. Mais justement, c'est un petit peu too much. Il lance pas assez pour moi, Johansson, pour dire que c'est un gars que j'irais acheter à 1,5 tirs par match. C'est trop peu. Évidemment, son pourcentage de tir est à 23 C'est ça. En 23%. carrière, il est à la moitié de ça. Fait qu'il devrait avoir perdu 4 buts. Fait qu'il devrait avoir plus 15 points en 23 matchs. Déjà là, Pas mauvais. c'est pas mauvais, mais c'est déjà plus réaliste. Puis quand on va un petit peu plus loin, ben, il commence seulement 42 de ses mises en jeu en zone offensive, ce qui me dit que il n'a pas un rôle offensif avec le Wild. Le pourcentage de tir de ses coéquipiers aussi quand il est sur la patinoire est à 10,3 à 5 contre 5, c'est élevé. On devrait plus aux alentours d'un 7-8 peut-être. C'est un petit peu trop. Fait que, il y a comme un peu trop de chance quand il est sur la patinoire. Lui-même a été chanceux. C'est un peu dérangeant. Puis le dernier point, c'est que, bon, évidemment, il faut toujours prendre ces statistiques-là avec un grain de sel, mais son nombre de points par tranche de 60 minutes présentement est à 3,1. Non seulement c'est son meilleur total en carrière, c'est son meilleur total en carrière de plus de 20, de quasiment 30 de 25 Fait que, il est outrageusement trop bon par rapport à ses habitudes. Et là, on parle d'un gars qui a 35 ans. Fait que c'est pas un gars de 23 ans qui explose, c'est un gars de 35 qui a juste joué avec Capriza. C'est ce que ça veut dire. Donc, échangez-le, puis vous allez juste être récompensé. Dans tous les cas, il va ralentir. Fait que même si l'offre que vous recevez n'est pas archi généreuse, prenez-les parce que dans un mois, il n'y a aucune valeur, Johansson. Il va tomber plat. Tu sais, c'est impossible que ce joueur-là continue à ce rythme-là. It's unsustainable. Il a jamais. La dernière fois où il était près d'un pace sur 82 matchs de 50, 55, 58, c'était en 2016-2017 lorsqu'il était à sa dernière saison avec Washington. Tu l'as dit, 22 Il s'est promené entre ça. Là. Entre Washington et Minnesota, il a fait New Jersey, Boston, Buffalo. Il est allé à Minnesota, il est parti à Seattle, il retourne à Washington, il retourne à Minnesota. Il s'est C'est promené. un joueur de puck d'Oku, le rendu là. Il faut faire attention avec ce joueur de joueur-là. Il n'est pas fait pour marquer un 50 points et plus, donc allez l'échanger. Il est insoutenable, ce n'est pas le bon segment pour aujourd'hui, mais sa production est insoutenable, donc vu qu'il est très chaud, allez l'échanger, ça va valoir la peine. Comme tu as dit, peut-être pas un excellent retour, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous donner, qui va croire que Minnesota va aller très bien pendant le restant de la saison. Faut en profiter. En fait, généralement, les joueurs qu'on essaie de vendre, ce sont des joueurs qui ont un pace insoutenable, parce que sinon, tu vas les garder. Donc, c'est sûr que les joueurs qu'on va présenter dans la portion des vendeurs, c'est des gars insoutenables, mais c'est surtout des gars qui ont
énorme valeur. C'est-à-dire que c'est pas juste une production qui va ralentir un petit peu, c'est un gars qui va attirer d'autres DG, là, d'autres poolers à vouloir vous les acheter en espérant que ça se maintienne. Prochain joueur que tu veux échanger, je vais avoir des petites questions pour toi. On reste dans la thématique Please not Ottawa. Please not Ottawa. des sénateurs d'Ottawa pour, Oui, pour c'est le, vrai. pour le joueur Je à l'avais pas aller remarqué. vendre. C'est Drake Batterson qui, lui, est sur un pace de 91 points cette saison, 20 points en 18 matchs. Tu penses pas que c'est justement son année d'éclosion? Il a atteint le 409 matchs maintenant. Je sais que ça n'a jamais été un joueur qui, tu sais, dans les 3 dernières saisons, il était à 68, 66 et 62 points. Tu penses pas que c'est cette saison qu'il mérite d'exploser et qu'il ne regardera plus en arrière, mais plutôt que c'est le temps de l'échanger parce que tu vas voir une régression? C'est exactement pour ça que tu veux le vendre. Parce que quelqu'un, quelque part, qui va se dire que c'est son année. Mais malheureusement, ce n'est pas. Batterson n'est peut-être pas ce joueur-là d'un point par match. Peut-être qu'il ne le sera jamais. Il a un bon début de saison, tant mieux pour lui. Mais en termes de tirs par match, c'est son plus bas total depuis 2019-2020. Donc, avant même qu'il devienne un joueur régulier. L'année dernière, il était à 2,3. Il a fait déjà du 3 par match. Là, il est en bas du 2. Il est à 1,9. Ça me dit qu'il tire moins, c'est jamais positif d'un point de vue point. Évidemment, son pourcentage de tir est à 20 un petit peu trop élevé. Ensuite, je continue, je vais aller voir le temps d'avantage numérique. Ah ben, une petite régression. Tu vas me dire que c'est minime, mais il passe de Minime. 60 à 55 Mais on ne l'utilise pas plus. C'est ce que le point, c'est de dire il a beaucoup de points et ça ne vient pas de l'avantage numérique. On regarde du niveau de son temps de glace, mais il a perdu une trentaine de secondes par match. Encore une fois, malgré la blessure à Brady Tkachuk, on n'utilise pas plus Drake Batterson que l'année dernière. Donc là, il tire moins, il joue un petit peu moins à l'avantage numérique, un petit peu moins à 5 contre 5. Et quand on va voir, son pourcentage de mise en jeu offensive est à 70 c'est un peu insoutenable d'avoir. Il est très, très, très protégé. Là, c'est ce que ça veut dire. C'est un peu insoutenable de dire que Batterson va continuer à jouer 7 mises en jeu sur 10 en zone offensive. Le pourcentage de tir de ses coéquipiers, quand lui, il est sur la glace, c'est à 16,1 vraiment trop élevé. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de passes secondaires, mais je veux dire, du moment qu'il fait une passe, la personne à qui il fait la passe, il la met dedans. Du moment qu'il frappe un poteau, qui tire à côté, il n'aura pas ce point-là. Fait que, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments que mis les uns à la suite des autres me dit que Batterson va ralentir assurément. Mais avec ce type de production-là, c'est difficile de dire je prends la décision, je l'échange. Mais faites-le. Let's trade. Allez chercher un gars qui va peut-être faire, c'est ça, encore un point par match ou un petit peu moins. Vous allez quand même être gagnant dans ce genre de transaction-là. Puis c'est peut-être de l'autre côté, si vous êtes premier, puis vous voyez Batterson, puis vous dites je peux pas l'échanger, il devient complètement un keeper, je le garde jusqu'à la fin. Si vous avez une offre intéressante, moi, pull the trigger. Je le ferai, cet échange-là. Vous allez être gagnant. Je comprends que ça prend du courage pour le faire, ça prend de l'audace, mais c'est le genre de move qui fait que vous allez gagner votre pool d'hockey. Puis j'aimerais juste ajouter que Batterson a une période dans laquelle, entre le 25 octobre et le 1er novembre, donc une semaine excessivement productive, il a joué 5 matchs, il a fait 11 points. Fait que, il a vraiment été très, très chaud pendant une période. Si tu dis qu'il n'y a pas ça comme période et qu'il fait juste 1 point par match durant cette séquence-là, il devient 14 en 18. C'est ça, Batterson. Fait qu'il y a eu juste une super belle période. Vous avez caché in ces points-là. C'est le temps de l'échanger. Il y a comme une belle réputation. Batterson, d'un point de vue pooler, c'est le fun. Il est toujours en progression. Je dis pas qu'il fera pas 70 points cette année. C'est pas mon commentaire, mais il en fera pas 91. Et vous pouvez le vendre comme un joueur qui va faire 80, 85, 90 points. Donc, la valeur perçue de Batterson présentement est plus élevée que sa valeur réelle. C'est ce qui me dit que c'est un gars que j'irais vendre. Et puis non seulement ça vaudrait la peine de l'échanger, mais si vous êtes dans un pool à masse salariale, il vaut plus que son pesant d'or, 5 millions par année. Pour un joueur qui fait un point par match et qui en ce moment est sur un pace de 90, vous allez pouvoir le vendre au gros, gros prix. Essayez le plus possible d'aller fourvoyer les autres. Puis il a fait ça l'année dernière aussi. Il a commencé la saison l'année passée. Il a fait 23 points à ses 22 premiers matchs. Puis il a fini avec un pace d'en bas de 70. Donc, tu sais, il commence les saisons très, très fort. Les défensives sont pas encore bien hermétiques. Il en profite. Puis ensuite, il y a un ralentissement. Puis, tu sais,
quand on regarde son déploiement, là, ça se ressemblait à sa moyenne de saison. Donc, il y a juste des bonnes séquences, mais il devient froid à certains moments, puis c'est là que ça fait mal dans un pot. Quand un gars fait pas de points pendant 2-3 matchs, puis qu'il est supposé t'en donner 90, ça te coule. Ça coule des head-to-head, puis ça coule des poules annuelles. Donc, tirer la plug, tirer du gun, pull the trigger, je sais pas c'est quoi en français, En français, s'il vous plaît. sur Batterson. Appuyez vaut, sur la gâchette, Guillaume. appuyer sur la gâchette. Appuyez sur la Merci. gâchette Merci. et allez l'échanger à un prochain DG. Le prochain joueur, on reste en Ontario et on s'en va dans un IKEA de Toronto pour aller, pour aller vendre William Nylander des Maple Leafs de Toronto. Ben écoute, est-ce que tu penses que Nylander va vraiment faire 125 points? Ben, écoute, je- l'affaire, c'est que c'est un peu lui qui est devenu le dynamo et sur lequel on pense à Toronto, je crois, que ça devrait être lui en l'absence, en l'absence de Mitch Marner, le fait que Mitch Marner est parti, mais c'est lui qui maintenant, avec Austin Matthews, mais là, Austin Matthews est blessé encore. Ça, on va s'en reparler à un certain moment donné, mais il est encore blessé. Toronto est Toujours. dernier dans l'Est. Et c'est à Nylander de faire ces points-là. C'est pas une mauvaise équipe, Toronto, Ben, mais c'est lui qui je va faire repose les ma points. question. Je vais reposer ma question. Est-ce que tu penses que Nylander peut faire mieux que ce qu'il fait en ce moment? Est-ce que tu penses que Non. ce qu'il a en ce moment, c'est soutenable? Non, c'est À justement, quel c'est pas point il y a soutenable. Non. à quel point sa valeur est extraordinaire. Tu sais, le speech que tu me donnes de dire on compte sur lui, puis c'est lui qu'il faut qu'il le fasse, c'est exactement ça pourquoi tu veux le vendre. Parce qu'il Exact. ne peut pas avoir une plus haute valeur que ce qu'il a en ce moment. Et Tout à fait. c'est rare que je parle de joueurs super vedettes parce qu'on tente toujours de trouver la meilleure façon de le contourner. Puis j'aime ce segment-là juste parce que je peux dire de vendre Nylander. Vous pourriez aller chercher si vous avez des keepers, là, Nylander contre Demidov, ça se fait demain matin. Mais Demidov a 10 ans de moins que Nylander. Là. Vous allez l'avoir pendant longtemps. Vous pouvez aller chercher des Wyatt Johnston. Le nom est tellement gros, Nylander, en ce moment. Sa performance est tellement sur les stéroïdes que vous pouvez aller chercher vraiment beaucoup, beaucoup de bons jeunes joueurs très, très, très payants. Son pourcentage de tir, il frôle le 23 là, donc il est un petit peu... C'est trop élevé. Oui, il joue beaucoup. Oui, c'est un bon joueur. Puis oui, ça se peut qu'il fasse 100 points cette année. Mais ce n'est pas un joueur qui l'a fait. Il ne l'a jamais fait dans sa carrière, le pace de 100 points. Là, il arrive proche de la trentaine. S'il le fait, ça va être un clin d'œil. Il va le faire une, peut-être 2 fois maximum. Puis ça va péricliter par la suite. Tu as dit que Matthews était blessé. Tavares vieillit. Il reste qui? Il va rester Matthew Nice puis Nylander. Je pense pas que Nylander a le niveau de Pasternak en termes de joueur de hockey, point producer, à tout de moins. Donc, pour moi, là, j'échangerais Nylander. J'ai l'impression que le haul que je pourrais recevoir contre Nylander serait extraordinaire, puis que c'est le genre d'échange que je sortirais gagnant. Évidemment, je ne l'échangerais pas contre Zibanejad puis un sac de rondelles, là, mais tu pourrais aller chercher vraiment, vraiment quelque chose d'impressionnant. Tu pourrais aller chercher un Adam Fox puis Panarin en même temps, dans le même package, puis je pense que tu as des chances de te faire dire oui. Fait que, Ça dépend. c'est Ça dépend. vraiment Je pense que impressionnant. ça dépend toujours de c'est quoi la composition de votre alignement. Tu sais, si vous êtes, puis aussi où vous vous situez en ce moment dans votre classement, dans votre pool, est-ce que vous êtes justement dans le fond du classement, puis vous voulez aller chercher des recrues qui vont être bons dans Mais tu n'as pas besoin quelques d'aller chercher années? une recrue. Tu peux aller chercher une recrue qui est bonne maintenant. Tu sais, dans le Ouais, fond, exact. si je te dis, là, j'ai Nylander puis tu as White Johnston, puis on se fait un échange. Nylander a une plus grosse valeur que Johnston. Tu sais, même si Johnston, c'est un gars qui fait quasiment... Tu sais, il frôle le point par match. Tu peux aller chercher un joueur comme ça avec peut-être Thomas Harley qui est blessé, puis tu sais, gars, t'as Nylander, t'as un gars de 100 points, puis c'est rare. Puis il y a comme un speech autour de ça que tu es capable d'aller chercher vraiment énormément. Puis si tu attends trop puis que Nylander ralentit juste un petit peu, tu ne l'auras pas. Puis Nylander n'a pas l'historique d'un joueur qui fait 100 points. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Après ça, je comprends que c'est audacieux, puis je comprends que c'est peut-être un hot take, mais moi, échanger Nylander, ça serait une bonne décision pour aller Je chercher pense que des oui. actifs sur du long terme. Il n'y a pas 26 ans, là, il y en a quasiment 30. Toronto n'est pas sur une phase où est-ce qu'ils vont aller à s'améliorant. Nylander, échangez-le, allez chercher les actifs qui viennent avec, puis vous me remercierez dans 2 ans quand vous aurez 2 gars qui font 90 points chaque.
Effectivement. Il était passé proche du 100 points à 98 il y a 2 saisons. Ce serait un bon candidat pour un soutenable, insoutenable, mais ce sera peut-être pour un prochain épisode. Et on va terminer cet épisode du marché des vendeurs et des acheteurs avec notre dernier joueur à vendre, un certain Chris Kreider des Ducks d'Anaheim, qui lui est à 15 points en 18 matchs. 34 ans. Écoute, moi, je ne l'attendais plus. Les deux, on ne pensait pas qu'il allait être revigoré à Anaheim. Et pourtant, le fait qu'il joue avec plusieurs jeunes est peut-être le petit élixir qu'il lui fallait pour retrouver ses beaux jours. 10 buts, 18 matchs. Franchement, ça vaut la peine, je crois, de l'échanger parce que tu ne sais pas s'il peut redevenir le Kreider de l'année dernière avec un pace de 36 points sur 82 matchs. Non, puis Kreider a le même type de déploiement que l'année dernière. Tu sais, il joue le même nombre de minutes, le temps d'avantage numérique. C'est très, très, très semblable à ce qu'il a fait l'année dernière. Le seul, tu sais, le même nombre de tirs, le 2.2 versus 2.3, c'est copier-coller. Puis l'année passée, il a fait un pace de 36 points, puis en ce moment, il est sur un rythme de 68. Mais les Rangers allaient pas bien. Les Rangers allaient vraiment pas bien l'année dernière. C'était une catastrophe, là. Je comprends. Mon point, c'est de dire, est-ce que la vérité ne se retrouve peut-être pas entre les deux pour un joueur de 35 ans? Donc, il va ralentir. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas beaucoup de temps pour le vendre, Kreider, il vous reste 2 jours. Parce que il a déjà commencé à jouer moins. Quand on regarde son temps de glace, il est passé dans les 4 derniers matchs, il est passé de quasiment 20 minutes à 17, à 16, à 15. Et ça descend tranquillement de cette façon-là. Son temps d'avantage numérique aussi a descendu. Il jouait 65-70% début de saison. Et là, il a joué du 37, du 50. Il a perdu des petites secondes à gauche, à droite, ce qui n'est pas super positif. L'arrivée de Beckett Seneke lui nuit, assurément. C'est un jeune qui commence à s'établir. Donc, pour moi, Kreider, c'est un gars que je vendrais. Évidemment, encore une fois, le taux de tir, là, c'est toujours la même chose. Le taux de réussite au tir, il frôle le 25%. Kreider, c'est un gars qui est capable, par exemple, d'avoir un haut taux de réussite sur ses tirs parce qu'il marque ses buts à côté du gardien, là. Mais il reste que c'est encore un petit peu trop élevé. Donc, j'aurais tendance à échanger Kreider. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'achètera en disant il y a quand même 7 points en avantage numérique. C'est un gars qui joue en avantage numérique encore. Les Ducks sont très bons offensivement. Donc, je pense que sa valeur présentement est un petit peu plus haute que sa valeur réelle. Puis peut-être que d'ici la fin de la saison, s'il fait un rythme, il reste une soixantaine de matchs à jouer environ aux Ducks. Je pense qu'il va rouler un rythme d'une trentaine de points sur la saison. Il va frôler le 40 points à ce moment-là. Je pense que c'est plus ça que Kreider va faire. Fait que j'ai quand même mes réticences à l'avoir dans mon équipe. Le plus vite que je peux l'échanger, le moins que je me casse la tête à savoir s'il va performer ou non. Effectivement. Ça fait le tour maintenant du marché des acheteurs et des vendeurs. On espère que vous avez apprécié ce nouveau. Là, on n'a pas parlé d'Alexandre Texier. Tu veux pas acheter Alexandre Texier? I see that you're a Montreal Canadiens fan. Ah, écoute, non, moi, je ne vais pas acheter Alexandre Texier, même si c'est pour 1 an, $1 ou 1 million de dollars. Non, je pense pas que c'est une bonne aubaine du côté des Canadiens de Montréal. Je pense plus que c'est un petit accessoire pour venir patcher quelque chose chez vous qui va peut-être vous être utile à très court terme, mais que vous allez peut-être jeter à la suite de quelques utilisations et qui ne va pas terminer l'année, malheureusement. Oh, OK, quand même. OK, c'est bon. Je suis quand même d'accord avec toi. J'ai regardé l'historique, puis c'est pas chic. Fait que non, j'ai aucune attente. Là. C'était un petit clin d'œil. Je pense que c'était un beau potentiel, quelque chose qu'on croyait que ça allait nous aider dans notre vie de tous les jours, puis finalement, ben, ça l'est pas vraiment. Ça va être tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Et c'est ce qui met fin à notre épisode du marché des acheteurs et des vendeurs. C'est un segment, je pense qu'on apprécie vraiment beaucoup puis que vous nous aviez vraiment demandé depuis quelques semaines. On est très content de vous le faire. Si vous avez des échanges à nous proposer, encore une fois, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre en commentaire sur YouTube, Instagram, TikTok, à 100 Poules Podcast. Allez vous abonner, liker notre contenu puis nous écrire. Tout ce qu'on veut faire, c'est de vous conseiller pour vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les pouleurs!